Pendant le confinement, on a parlé du monde de demain, comme si on avait retourné la flèche du temps, comme si le spectre de la fin du monde ou d'un monde avait été remplacé par l'idée d'un monde de demain. Matryoshka. Bonjour à tous et bienvenue dans le monde d'après. Et oui, pour ceux qui angoissent d'une éventuelle fin du monde, on a trouvé la preuve que le futur existe. Et même qu'il existe déjà, puisqu'il nous a envoyé Étienne Klein. Pour Matryoshka, le philosophe des sciences décline les temps, futur et présent, mais aussi décrypte pourquoi, ces temps-ci, notre perception du temps est plutôt maussade. Et oui, on est bien d'accord que dans notre rapport à l'avenir, on peut chercher des explications physiques de ce qu'est le futur, savoir s'il existe. Mais il y a aussi nos appréhensions, nos attentes, nos espérances. Et ça joue aussi. Donc, avec Étienne Klein, on va essayer de capter toutes ces mécaniques. Vous connaissez la phrase de Woody Allen? Laquelle? Qu'est-ce que je serais heureux si j'étais heureux? Ouais, je la connais. C'est toujours l'idée que le bonheur, il est tout près, mais il me manque un truc. J'ai pas l'appartement qu'il faut, j'ai pas la femme qu'il faut, j'ai pas le métier qu'il faut, j'ai pas les revenus qu'il faut. Et donc, le manque qui vous sépare de l'idée de bonheur vous rend malheureux. Mais si on arrive justement aujourd'hui, est-ce qu'on ne serait pas dans ce temps de complétude où finalement on aurait tout, et c'est pour cette raison-là qu'on se retrouve face à de telles angoisses de perdre ce qu'on a acquis? On est complètement obsédé par l'idée de la perte qui s'accompagne d'un sentiment du déclin. Et ça nous rend pessimistes. Et donc on est beaucoup plus pessimiste à ce mesure d'ailleurs que des pays dans lesquels la situation est beaucoup plus grave, comme l'Afghanistan par exemple, mais où l'espoir est permis. Oui, où l'indice du bonheur est sans doute supérieur au nôtre. Vous qui avez travaillé sur le temps, in fine, on pourrait avoir l'impression qu'aujourd'hui on est bloqué, emmuré dans une réalité où on n'arrive plus à voir un futur. D'une certaine façon, comme si c'était un espace-temps qui nous enfermait. D'abord une sorte d'anecdote personnelle et puis ensuite une analyse un peu plus globale. Quand j'étais adolescent, donc ça remonte aux années 70, je n'ai pas honte de le dire, j'étais dans une famille nombreuse et on recevait des magazines pour adolescents qui s'appelaient Tintin, Pilote, Spirou. Et toutes les semaines, nous recevions par l'intermédiaire de ces magazines une configuration de l'an 2000. On nous parlait sans cesse de l'an 2000. On le représentait de deux façons, c'est-à-dire il était dessiné, il y avait des bandes dessinées qui racontaient comment en l'an 2000 on allait voyager, communiquer, travailler, manger, etc. Et donc, ce futur qui nous attendait était représenté par des dessins, et en même temps il était mis dans notre présent. Mm-hmm. Et donc chacun d'entre nous pouvait tracer une trajectoire individuelle entre le présent où nous étions et ce futur qui nous était présenté. Évidemment, certaines projections se sont révélées fausses, mais on n'avait pas de doute que l'an 2000 allait exister et nous attendait au coin de la rue. Bon. Et je pense que psychiquement, ça nous rassurait beaucoup, enfin, même s'il y avait la menace atomique qui était omniprésente dans les médias, etc. Et puis on a passé l'an 2000, et trouver, alors qu'on a passé l'an 2000, un nouvel horizon projectif. L'an 2000, c'est un changement de millénaire, de siècle. Alors on peut dire 2050, 2100, mais ça n'a pas la même force d'attraction. De sorte que le futur a été laissé en jachère intellectuelle. Plus personne ne parle de 2100. Et puis, l'an 2000, ça correspondait au sommet d'une montagne. Donc quand vous grimpez, vous êtes tout tendu vers l'objectif, et puis quand vous redescendez, finalement, vous vous éloignez de l'objectif. Et donc, le fait de s'éloigner de l'an 2000 crée l'impression qu'on est dans la descente, qu'on descend du projet qu'on s'était donné, et ça donne le sentiment de déclin dans lequel nous sommes. Et moi, je trouve que, vis-à-vis des jeunes générations, la mienne a le devoir de parler du futur aux jeunes, comme l'ont fait mes aînés quand ils ont configuré l'an 2000. Mais est-ce que ça signifie, Étienne Klein, que le temps n'est qu'une perception du temps? Ah non, non, non. Parce que là, finalement, on parle de la perception de ce temps, la perception absolument. du futur. Mais le temps, au-delà de cette perception, qu'est-ce que c'est? Je pense que le temps qui passe, il est complètement indépendant de la perception qu'on en a, il est même indépendant de ce qui s'y passe. Et de ceux qui disent qu'en fait, on change d'air dans la perception du temps, je reste là-dessus encore une minute et puis après on bouge, de ceux qui disent que dans cette perception du temps, il y a par exemple
Paul Virilio, dans le futurisme de l'instant, l'évoquait aussi, cette idée de passer du chronos au kairos. Qu'est-ce que ça dit, ça? Pendant le confinement, j'ai eu l'impression qu'on était tous synchrones. C'est-à-dire que le monde n'allait pas plus vite que nous. Et je trouve, en tout cas pour moi ça a fonctionné, que ça a produit une forme de confort psychique. Le sentiment de ne pas être en retard. Ça m'a permis de voir, en effet, comme le disait Virilio que vous citez, qu'il y a le kairos, il y a le chronos, le kairos, et le kairos, c'est des circonstances qu'on subit ou qu'on aménage qui nous permettent de nous sentir en phase avec le monde dans lequel nous sommes, qui n'est pas le monde entier, mais l'environnement qui nous accueille. Mais continuons à parler du temps. Déjà dans l'Antiquité, les Grecs avaient défini différents types de temps. Il y avait le chronos, le temps physique, quantitatif, linéaire, chronologique. Et puis le kairos, un temps métaphysique, plus ressenti, un moment investi avec un avant et un après. Mais concrètement, aujourd'hui, que dit le physicien de ce qu'est tout simplement le temps? Newton disait que le temps reste indifférent à l'emploi du temps. Il y aurait probablement qu'un seul temps avec des temporalités différentes. Ce qui peut nous offrir peut-être quelques petits échappatoires si on y réfléchit. Bref, comment mieux comprendre? Je dirais de façon un peu apophatique, comme disent les spécialistes, c'est-à-dire je ne dis pas ce qu'est le temps, mais je dis ce qu'il n'est pas. Là, je dirais que le temps, c'est cette chose de nature inconnue au sein de laquelle on ne peut pas voyager. On est prisonnier de l'instant présent, on peut s'en évader par l'esprit, mais le corps, lui, il est prisonnier du temps. Et donc nous sommes prisonniers d'un cours du temps qui se déplace, on ne sait pas trop quel est le moteur de ce déplacement, mais nous ne pouvons pas choisir librement notre position dans le temps. Et après, évidemment, on peut penser au futur, se poser des questions très bêtes, très naïves, mais qui sont en fait très profondes. Par exemple, est-ce que le futur existe déjà dans l'avenir ? C'est un peu la question très bête que je voulais vous poser. Voilà. Comment répondre à cette question ? Il y a deux façons de penser le futur, au moins. Dire, le futur, il est quelque part là où nous ne sommes pas encore, et puis le passage du temps va nous amener un jour dans le futur qui sera notre présent. Mais vous pouvez aussi dire que le futur, c'est le néant. Et alors, je vous parle, on est dans le présent, les instants qui viennent ne sont pas encore advenus, donc le futur, au moment où je vous parle, c'est le néant. Et des gens ont essayé de théoriser cette question en inventant ce qu'on appelle la doctrine de l'univers bloc. Alors, c'est de dire qu'en fait, l'espace-temps, c'est comme l'espace. Il existe de toute éternité. Là, nous sommes à Paris, mais en même temps que nous sommes à Paris, la ville de Lyon, la ville de Strasbourg, la ville de Marseille, j'essaie de ne pas faire de jaloux, la ville de Brest, toutes ces villes existent en même temps. Et la ville de Marseille, où je ne suis pas, n'existe pas moins que la ville de Paris, où nous sommes. Bon. Et donc, ce qui fait que Paris, pour moi, m'apparaît comme une ville particulière, c'est ma présence à Paris. Eh bien, l'idée de la doctrine de l'univers bloc, c'est de dire que c'est la même chose pour l'espace-temps. Tous les événements du passé, du futur, du présent, sont déjà là ou encore là. Les événements du passé sont encore là, les événements présents, ils sont là, et les événements du futur sont déjà là. La seule chose, c'est que ma présence détermine ce que j'appelle le présent. Et le passé existe encore là où je ne suis plus. Par exemple, la migraine que j'avais hier, elle existe encore dans l'espace-temps, mais elle me fait plus mal. Parce que je ne suis plus à l'endroit où elle est. Ça soulage en même temps. Ah, ça veut la dire douleur de la migraine, au moins. Non, mais ça veut dire qu'il n'y a plus... Ah oui, mais il y en a peut-être une qui m'attend dans le futur. Donc ça veut dire que tout est déjà joué, ma volonté, ma liberté n'ont aucun rôle dans l'affaire. C'est un peu angoissant, ça. Et je ne vais pas entrer dans les détails, mais on peut mettre dans cette doctrine de la mécanique quantique, qui vient troubler l'affaire, et on peut la remplacer par ce qu'on appelle le présentisme. L'idée que le cours du temps, c'est comme la tige d'une plante. C'est-à-dire que ça colonise l'espace, mais au-delà du présent, il n'y a rien. De même qu'au-delà de la tige, il n'y a rien. Et moi, je trouve que notre responsabilité, c'est de faire une sorte de synthèse entre l'univers bloc et le présentisme. Et de dire, le futur existera. Ça, c'est le crédit qu'on accorde à l'univers bloc. Mais il n'est pas complètement configuré.
pas complètement déterminé. Il y a encore du jeu, pour la projection, pour le courage, pour le projet, pour le désir, pour la volonté. Parce que vous voulez dire quoi? Il y a des choses qui sont déterminées. Par exemple, l'évolution du climat dans les 30 prochaines années, elle est déterminée par ce qu'on a fait dans les décennies passées. Et donc nos actions vertueuses n'auront pas d'effet visible avant quelques décennies. Mais il y a d'autres choses sur lesquelles on a encore une marge de manœuvre énorme. Par exemple, comment enseigner, comment transmettre, comment fonder l'idée d'un monde commun, comment empêcher que les gens se communautarisent dans des silos au sein desquels ils n'auront jamais de contradiction. Comment enseigner, comment transmettre, comment faire? Aujourd'hui, face aux défis globaux, qu'ils soient pandémiques, climatiques ou autres, on cherche en fait des issues de secours. Et par le passé, quand on cherchait des issues de secours, qui nous montrait la sortie? Les scientifiques. Globalement, ça a toujours été les scientifiques qui faisaient des découvertes, qui nous ont apporté des solutions. Mais ça, est-ce que c'était uniquement avant? On en est où aujourd'hui? Les scientifiques qui, pendant longtemps, ont associé le futur à la promesse, aujourd'hui, nous disent des choses qui sont à la fois crédibles et pas du tout attractives. Et on ne voit pas complètement les effets du changement climatique qu'ils nous annoncent. On voit les effets dans le présent du changement climatique, mais ça n'a rien à voir avec ce qui est prévu, qui est beaucoup plus grave. Et je pense que c'est ça qui nous empêche de nous projeter. Ça crée un mur sur la psyché qui fait que on n'arrive pas à formuler à propos du futur un projet qui soit à la fois crédible et attractif. Quand il est crédible, il n'est pas attractif. Quand il est attractif, il n'est pas crédible. Et à mon avis, c'est ça qui a fait s'effondrer l'idée de progrès. Qui, elle, suppose que le futur soit configuré à l'avance d'une façon qui est à la fois crédible et attractive. Face à donc cet effondrisme, à cette collapsologie qui existait en effet avant le confinement et qui était assez fort depuis ces dernières années et qui continue de monter, qu'est-ce qu'on peut faire? Que peut faire le scientifique face à ça? Est-ce qu'il a une marge de manœuvre? Est-ce qu'il a une conscience particulière à avoir, une responsabilité? In fine, est-ce que c'est pas juste un défi face au progrès? On dit le progrès, ça nous a sauvés jusqu'à maintenant, mais finalement... C'est une question à laquelle je ne sais pas bien répondre parce que j'ai envie d'aller dans des pistes qui ne sont pas cohérentes. Parce que si vous dites on va vers des difficultés majeures, alors ça va être perçu comme une fatalité. Or, vous savez bien que pour qu'un risque soit considéré comme un risque, il faut être capable d'imaginer des mesures permettant de le réduire. Par exemple, on parle d'un risque automobile, depuis qu'on sait qu'en mettant des ronds-points, en limitant la vitesse des voitures, en mettant des ceintures de sécurité, on peut réduire ce risque. Alors la voiture planète Terre, alors. Voilà, alors on se dit, mais c'est tellement énorme le défi, qu'on connaît la solution, ouais. Mais elle est tellement difficile. Il faut tellement changer nos modes de vie que ça nous met dans ce que Hegel appelait une conscience malheureuse. C'est-à-dire, on sait ce qu'il faut faire, mais on ne peut pas le faire. Est-ce que la conscience est forcément malheureuse? Le fait d'avoir conscience, c'est positif, mais in fine, voilà. On ressent le malheur. Il faut refonder la rationalité en reconnaissant que l'homme est cette espèce animale comme d'autres, mais qui se distingue des autres par le fait que l'homme est capable de comprendre certaines lois de la nature. C'est quoi? C'est la question de l'humilité? Non, on doit être fier de ça. Moi, je trouve que le fait qu'on ait fait la physique quantique, quand même. Non, mais les autres, ceux qui ne l'ont pas fait. C'est même incroyable. On est capable de comprendre les lois de la nature, ce qui ne fait pas de nous des êtres d'anti-nature, comme on l'a trop longtemps pensé. Et donc, il faut réajuster. Donc, avoir une forme d'orgueil, parce qu'on n'est quand même pas n'importe qui. On n'est pas des bactéries. Que ce soit clair. Que ce soit clair, en tout cas pour ce qui me concerne. Mais on n'est pas des êtres d'anti-nature, parce que des bactéries ou des virus peuvent nous faire beaucoup de mal. Et c'est là quelque chose qu'il faut refonder, si vous voulez. Il y a là ce qu'on appelle un chantier. Moi, j'aime bien le mot chantier. Moi, mon guide en montagne, quand c'est une course qui nous attend un peu dure, il dit « cette course-là, c'est un chantier ». Nous sommes donc, nous, êtres humains, partie intégrante de l'espèce animale. Oui, mais nous avons en plus une capacité, c'est que nous sommes en mesure de comprendre les lois de la nature. Ce qui nous impose aussi peut-être de passer le relais, de transmettre ce que nous avons acquis. Sauf que, comme l'explique Étienne Klein,
Vouloir transmettre, c'est une chose, mais parvenir à passer le message, qu'il soit bien reçu, c'est ça le défi. J'ai passé ma vie à tenter de transmettre, et pour moi c'était une question simple. Mais je me suis rendu compte, notamment grâce à l'épisode du Covid qu'on a traversé, que je m'étais trompé. C'est-à-dire que j'ai péché par naïveté. Alors je m'explique. C'est-à-dire, ouais. Quand j'ai commencé à faire de la physique, j'ai découvert que, par exemple, la physique quantique, c'est quand même extraordinaire. Comme aventure intellectuelle, quand on regarde son histoire, comment on découvre que des jeunes gens, ceux qu'on appelle les pères fondateurs de la physique quantique dans les années 1920, ont travaillé ensemble sans ordinateur, à inventer des nouveaux concepts pour faire une physique qui est toujours celle qu'on utilise quand on s'intéresse aux interactions entre particules. Je trouve que c'est une aventure incroyable. Et je m'étais dit, il faut que tout le monde en entende parler. Vous vouliez pas garder ça pour vous? Voilà, et donc j'ai fait de la vulgarisation, comme on dit, et je me suis rendu compte que l'efficacité attendue de cette démarche n'était pas au rendez-vous. C'était quoi le résultat attendu? C'est-à-dire que quand on mesure concrètement dans la population française l'état des connaissances scientifiques telles qu'elles se sont enquistées dans la culture, on s'aperçoit que le résultat est assez décevant. C'est-à-dire que la culture scientifique, comme on l'appelle, n'a pas vraiment pénétré la culture tout court. Est-ce que cette question, elle vient pas aussi de l'acculturation aux sciences, à la physique, mais dès le plus jeune âge? Par exemple, vous avez quand même travaillé pour le gouvernement à un moment sur un rapport pour évaluer la qualité de l'enseignement à l'école. Est-ce que quand on apprend la physique à l'école, on apprend la physique à l'école? On ne peut pas dire aux gens ayez le goût de la science. Il faut d'abord donner du goût à la science. Et c'est ça peut-être qu'on ne sait pas bien faire, mais nous n'avons pas tenu compte de différents biais cognitifs qui font que même lorsqu'on explique quelque chose clairement, la façon dont c'est reçu, transmis, la façon qu'a cette connaissance de se propager au sein du public lui fait subir toutes sortes de déformations qui font qu'à la fin, il n'y a pas vraiment de ressemblance entre le message qui a été émis et la façon dont il est intégré dans l'esprit public, disons. Et vous, Étienne Klein, est-ce qu'il y a eu des gens, des personnes, des textes, des figures qui vous ont transmis? Ah oui, j'étais intéressé par le raisonnement, par la démonstration, par l'argumentation, dont je continue à penser qu'elles ont à voir avec l'idée de République. Je suis allé dans une école d'ingénieurs et là je suis tombé malade, je suis allé à l'hôpital et un de mes copains m'a offert un livre écrit par un physicien que je ne connaissais pas à l'époque, qui s'appelle Bernard d'Espagna, et ce livre s'appelait « À la recherche du réel ». C'est un livre qui raconte comment la physique quantique produit des résultats qui viennent changer la façon de résoudre certaines questions philosophiques sur le statut du réel. Et là, j'étais complètement éberlué. Ça veut dire que la physique, elle sert non seulement à faire des objets techniques, mais elle change aussi la façon qu'on a de penser le monde réel. Et quels sont les attributs qu'on peut attribuer à une chose qu'on appelle une chose réelle. Et je découvrais là que la physique produit des découvertes philosophiques négatives. Elle ne dit pas ce qu'on doit penser, mais elle éclaire, parfois même contraint, l'ensemble des réponses philosophiques qu'on peut apporter à une question philosophique. Et là déjà, ça a fait tilt. Donc il n'y a pas eu de transmission, il n'y a pas eu de rencontres humaines, ce sont des rencontres de textes. Après, j'ai rencontré Bernard d'Espagna, qui a été mon maître, et on a fait un livre ensemble, donc ça a eu une suite. Mais ensuite, je donnais des cours particuliers pour payer ma chambre, et en même temps, je donnais des cours en prison. Sauf que les cours en prison n'étaient pas payés. Je suis allé voir la direction de l'école, et je leur ai dit, écoutez, j'ai besoin d'argent, je voudrais un stage d'été qui soit le plus rémunéré possible. Et ils m'ont dit, il y a des stages d'étudiants d'été au CERN, à Genève, grand laboratoire de physique des particules. Et j'arrive au CERN, à Genève, je comprends rien, on m'a jamais parlé de physique des particules vraiment. Et le premier jour, on est répartis par groupe de 15 et un monte-charge nous descend dans le tunnel où il y a un accélérateur de 6 km de circonférence qui s'appelle le SPS. On nous le fait visiter. Et un vieux physicien barbu nous explique que les collisions de protons et d'antiprotons qu'on va faire là vont réchauffer le vide et qu'on va sortir du vide en y déposant de l'énergie des nouvelles particules, notamment des particules que la théorie prédit mais qu'on n'a jamais vues. Bon, moi j'ai lu Blaise Pascal,
qui dit dans une lettre au Père Noël, le révérend Père Noël, hein, pas le Père Noël des sapins, le vide tient le milieu entre le néant et la matière. C'est-à-dire que le vide, c'est pas le néant, c'est pas non plus la matière, c'est entre les deux. T'es fasciné, ça veut dire que les physiciens font des trucs qui font écho à des phrases de Blaise Pascal. Et puis au moment de remonter à la surface par le même mont de charge, on se met donc à une quinzaine dans ce mont de charge, et puis entre, au dernier moment, au moment où les portes vont se refermer, un gros physicien, très gros physicien. Il monte dans le mont de charge et ça déclenche l'alarme qui indique qu'il y a un surpoids. Et à ce moment-là, il dit un truc incroyable. Il nous dit « When I say yes, then press ». Quand je dis oui, vous appuyez sur le bouton. À ce moment-là, il saute en l'air. Quand il est en l'air, il dit « yes ». On appuie sur le bouton et pouf, ça part. Et là, je me suis dit « je vais être physicien ». Je vais faire comme lui. Ces types ont un rapport au monde complètement décalé. Et ça me plaît. On peut comprendre que quand on a un rapport au monde décalé, qu'on fait un pas de côté, eh bien forcément, on voit les choses différemment. Et donc, on peut envisager de faire des découvertes. Mais voir autrement, est-ce que ça veut forcément dire qu'on voit juste ? Comment est-ce qu'on sait qu'on est dans le vrai ? Aujourd'hui, alors que les fake news se propagent comme des virus, on aurait vraiment besoin de la science pour nous aider à savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en temps de Covid, c'est pas si évident. Alors Étienne Klein, qui a le goût du vrai, d'ailleurs il l'a écrit, va nous aider tout de suite à voir où se loge la rationalité de la science. Nous savons que la Terre est ronde. Nous savons qu'en tout cas elle n'est pas plate. Nous savons que l'atome existe. Nous ne savons pas tout sur l'atome, mais nous savons qu'il existe. Nous savons que l'univers est en expansion. Je veux dire par là qu'il faut apprendre à distinguer la science de la recherche. La science, c'est des connaissances établies, prouvées jusqu'à preuve du contraire, et il n'y a pas lieu de le remettre en cause tous les 4 matins. Vous n'avez pas besoin, quand vous êtes un chercheur, de reposer la question de la forme de la Terre. C'est acquis. Et sauf surprise incroyable, c'est bon quoi. C'est bon, on a tranché la question. Alors que la recherche, c'est des questions dont nous ne connaissons pas les réponses. Par exemple, les physiciens des particules se posent une question, parmi d'autres, qui est « Est-ce que les neutrinos sont identiques à leurs antiparticules ?» Tout le monde s'en fiche, sauf eux. C'est une question très bien posée, dont on n'a pas la réponse. Donc on a des expériences, on a des tas de gens qui travaillent sur ces Donc là, on sujets. sait qu'on ne sait pas. On sait qu'on ne sait pas, mais on veut savoir et on développe des stratégies, on cherche. Ça s'appelle ça, chercher. Et donc on doute. C'est la question du doute. Et le problème aujourd'hui, c'est et notamment pendant la crise du Covid, de la Covid, on a confondu la science et la recherche. Et vu de l'extérieur, c'est le bazar, puisque on dit la science permet d'accéder à la vérité, et en même temps, la science, c'est le doute systématique. On est perdu. Vous employez souvent cette formule de ce qu'on sait. Aujourd'hui, face à la démultiplication des outils d'information, la démultiplication des émetteurs d'informations, la démultiplication des fausses informations et ce qu'on appelle communément les fake news. Oui. Comment on sait ? Je pose la question aux scientifiques aussi. Comment on sait qu'on sait ? Comment on sait qu'on se rapproche de la vérité ? Comment on sait qu'on est dans le vrai ? Passionnante question. Alors, il y a une confusion aujourd'hui, vous l'avez dit très bien, par le fait que dans les mêmes canaux de communication circulent des connaissances, scientifiques ou autres, des croyances, des opinions, des commentaires, des fake news, des bobards, et même des tweets de Donald Trump. Ça fait beaucoup. Et vous voyez, comme ça circule dans les mêmes canaux, les statuts respectifs de ces différentes choses se contaminent. Vous avez une connaissance qui est transmise et on va se demander, mais est-ce que cette connaissance n'est pas la croyance d'une communauté particulière ? Comme s'il y avait égalité. Voilà. Ou bien cette croyance, est-ce qu'elle ne porte pas en elle une connaissance qu'on aurait ignorée, etc. Bon. Donc c'est le bazar. Et donc moi je dirais que nous devons travailler collectivement à acquérir une meilleure connaissance de nos connaissances. Tout le monde sait que la Terre est ronde, mais qui sait dire comment on a su qu'elle était ronde ? Aristote le dit qu'elle est ronde, enfin, tout le monde le sait depuis toujours presque. Enfin, il y a toujours des gens qui le savaient. Mais comme on ne sait pas dire comment dans l'histoire des idées on l'a su, on a l'impression de le dire parce qu'on répète quelque chose qui nous a été imposé, ou parce qu'on a vu des photos,
D'ailleurs, je vous rappelle que l'association des Amis de la Terre plate a été créée après la publication des photos de la Terre vues depuis l'espace. Donc une photo, ça ne suffit pas à clore le débat. On a su que la Terre est ronde avant de voir qu'elle est ronde, avant de le voir à l'œil par des photos. Donc et pareil pour l'atome, tout le monde sait que l'atome existe, mais comment on a su que l'atome existe? Et je pense que la pédagogie de la science, elle doit moins se présenter comme une sorte de leçon de choses que comme la narration d'histoires de découverte. Parce que finalement, les gens qui ont montré que l'atome existe, ils n'étaient pas plus intelligents que ceux qui pensaient que l'atome n'existe pas. C'est pas une question d'intelligence. C'est une question que le réel, à un moment de l'histoire, a parlé. Le réel a parlé. Et bien, entendre le réel qui parle, c'est toujours quelque chose d'émouvant. Qu'est-ce que vous diriez à mes enfants? Amenez-les. Ils ont quel âge? 12-14, mais les miens, les vôtres, les nôtres. Je leur dirais, écoutez, l'avenir est en grande partie déterminé, mais il est en grande partie ouvert. Il va falloir que vous soyez courageux, parce que ça va secouer à certains moments et à certains endroits. Ça va secouer. Donc, il faudra que vous soyez courageux. Mais c'est toujours plus intéressant d'être courageux que d'être lâche. Est-ce qu'ils sont plus à même de comprendre ce qui se passe que nous? Je pense qu'ils sont plus réceptifs à l'ère du temps, qui pour eux est très très angoissant. Enfin, il y a d'une part la pandémie qui fait que, par exemple, quand on est jeune et qu'on cherche un premier emploi ou un stage, les portes se ferment beaucoup plus qu'avant. Donc il y a un effet conjoncturel qui est peut-être passager. Mais ils sont aussi plus conscients de l'ère du temps, qui est anxiogène. Et l'urgence devrait nous absorber complètement. Et en fait, non. Puisque c'est pendant l'urgence qu'on a pris le temps de réfléchir au monde d'après. Et ça, c'est quand même une leçon, quand même. C'est que l'urgence, au lieu de nous cramer psychiquement, nous fait prendre conscience des priorités. Et ça peut être des occasions de bifurquer dans sa propre vie. Merci beaucoup, Étienne Klein, pour cet entretien, ces éclaircissements, ces éclairages, cette lucidité et cet ancrage dans le temps. J'adore cette idée que l'urgence aura été comme un réactif, comme un révélateur en ces temps de pandémie pour nous aider à prendre le temps de réfléchir, de penser. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Comment est-ce que vous avez entendu, accueilli cet entretien? N'hésitez pas à nous le dire, à commenter, à liker cette vidéo si vous le souhaitez, à partager, à vous abonner à Matrioshka si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je suis ravie de vous retrouver très vite pour un prochain entretien, toujours aussi surprenant et enrichissant de Matrioshka. À très bientôt. Matrioshka.